Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, bon après-midi tout le monde. Je suis Olivier Goujon. Je suis aujourd'hui l'hôte de cette activité. Normalement, je fais d'autres choses au Salon du Livre de Montréal. Mais là, pour le moment, je serai votre animateur. Donc, je suis bien content d'ailleurs de faire cette animation. C'est la première fois que j'anime une activité au Salon du Livre de Montréal. On m'a invité cette fois-ci en remplacement de Noémie Dansereau-Lavoie. J'espère que vous acceptez ma présence. On accepte. Merci. Bien sûr. Alors, je suis aussi l'instigateur de la résidence croisée Lafayette-Montréal. Juste avant de présenter nos deux invités, je vais raconter rapidement comment est né ce projet de résidence croisée. En 2023, quelques personnes s'en souviennent peut-être, on a eu ici au Salon du Livre de Montréal la Louisiane à l'honneur. C'était un moment magique où le public montréalais a pu aller à la rencontre de la culture louisianaise et sa francophonie. Ça a été une révélation pour beaucoup de visiteurs du salon, mais également pour nous dans l'équipe. Et on s'est dit, comment assurer une continuité, comment continuer à créer le lien, comment bâtir la relation, parce que c'est super d'avoir une année un pays invité ou une région invitée. Cette année, c'est l'Acadie, mais comment donner de l'élan à une relation naissante? Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on trouve une forme de collaboration continue. Et c'est cette idée d'une résidence croisée Lafayette-Montréal, Lafayette étant la capitale finalement francophone. Tu me dis, hein, Jonathan, si je dis des bêtises, mais la capitale francophone de la Louisiane. C'est vrai. Et donc, on est allé chercher des subventions et on a fait une première résidence l'année dernière. Et cette année, c'est la deuxième édition. Et donc, on a avec nous les deux résidents, une résidente canadienne, française, franco-canadienne, qui est allée en Louisiane et un résident louisianais qui est venu à Montréal et qui est ici aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter d'abord et ensuite, vous allez juste me dire si vous allez ajouter ou enlever des choses que j'ai dites qui seraient pas justes. Ça vous convient? Voilà. Donc, on va commencer par Marie. Marie Demers est une autrice prolifique originaire de l'Ontario. Prolifique. Regardez, beaucoup de livres. Ils sont tous là? Non. Ah, bon, ben encore plus prolifique. Elle a publié plus d'une trentaine d'œuvres, effectivement, il n'y en a pas 30, s'adressant autant aux enfants, aux adolescents qu'aux adultes. Son travail touche des thèmes comme la quête identitaire, le féminisme, l'altérité ou encore le voyage. Très active dans le milieu littéraire, d'ailleurs, c'est écrit derrière ses livres qu'elle vit pour l'écriture. C'est une affirmation forte. Très active dans le milieu littéraire, elle est éditrice, chargée de cours à l'université et animatrice. Lors de sa résidence à Lafayette, elle a poursuivi un projet d'écriture explorant les liens entre mémoire, territoire et transmission dans un contexte francophone vibrant. Ça te représente bien? Bien, je suis pas je sais pas si on a le droit de dire originaire d'Ontario, si c'est ma famille. Moi, je suis quand même née au Québec, mais mes parents sont franco-ontariens. D'accord. Ouais. Québécoise, de descendance franco-ontarienne, Voilà. Oui. de descendance française, de descendance Irlandaise, même. irlandaise, Oui. etc., etc. Voilà. Voilà. C'est comme ça. On est pluriel, tout le monde. Mhm. Très bien. Jonathan, maintenant. Alors, Jonathan Rabois-Farouche Myers. Je le prononce bien, Rabois-Farouche? Maya. Myers, pardon. Est un artiste et écrivain créole louisianais qui a grandi à Istruma, ou autrement nommé Bâton Rouge, en Louisiane. Il travaille spécifiquement à partir de son héritage culturel et linguistique, le Kourivini. Il va vous dire c'est quoi le Kourivini. Je vais lui laisser l'expliquer. Et le français louisianais. Myers peint des images et écrit des narratives des bêtes et des monstres mythologiques dans des paysages familiers. Il incorpore ces mêmes paysages physiques dans ses œuvres, en utilisant aussi la boue et d'autres matériaux naturels prélevés dans son environnement quotidien. Ses œuvres évoquent des thématiques telles que l'environnementalisme, la créolité et le post-colonialisme. Il imprègne ses œuvres de l'ataniérisme qui regroupe les arts visuels, la langue et le territoire. Myers est représenté par la galerie Arthur Roger à la Nouvelle-Orléans et il a obtenu son baccalauréat en beaux-arts à l'Université de l'État de la Louisiane. Il a
il est maintenant doctorant en études francophones, donc en ce moment, à l'Université de Louisiane de Lafayette. Est-ce que c'est juste tout ça? C'est juste ça. C'est juste ça ou c'est juste ça? C'est juste ça. Parce que tu es bien plus, hein? Intéressant. Vive les mots. Vive les mots. Ben justement, on est là pour parler des mots, on est là pour parler du français, on est là pour parler des Français, peut-être qu'on pourrait dire ça comme ça, et on est là pour parler de votre français. Moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'en apprendre un peu plus justement sur votre rapport à la langue française, sur votre rapport à votre francophonie et quel est votre cheminement dans cette francophonie. Et on pourrait peut-être commencer avec toi, Jonathan. Parle-nous un peu de ton parcours artistique et littéraire à travers la francophonie. Comment t'en es venu à parler français? Parce que est-ce que tu as appris le français en premier, etc.? Oui, ça fait. Moi, j'ai appris le français grâce aux Acadiens en Nouvelle-Écosse, en fait. Même si moi, j'ai des racines acadiennes aussi, et j'ai des racines québécoises et françaises et allemandes et irlandaises et tout. Mais comme adulte, j'ai dû apprendre. C'était pas parler dans la famille, dans la maison, mais j'ai entendu certaines paroles de Kourivini, la langue créole en danger de la Louisiane. Et Kourivini, ça veut dire pour nos auditeurs, auditrices? Kourivini, c'est aller venir, Kourivini. Mon courrier au magasin, je vais au magasin et mon vini back, je retourne, je reviens. Tu vas pouvoir tout à l'heure nous lire un petit extrait ou nous réciter un petit extrait d'un poème en Kourivini? Oui, bien sûr. Parfait. Et donc, tu disais que ce français-là, tu l'as découvert, tu avais quel âge? J'avais 30 ans. 30 ans? Ouais. Et il y a 11 ans, j'ai commencé à apprendre le français. Et puis, il y a 7 ans, j'ai commencé à apprendre le Kourivini. Ça fait pas trop longtemps. Et aujourd'hui, dans ton travail à l'université en études françaises, quelle place ça prend, cette créolité-là? Ah ben, well, moi, je trouve que la créolité ou la créolophonie, ça fait pas partie vraiment de la francophonie, même si on a une langue créole à base lexicale française. Mais c'est là dans l'université, comme dans la francophonie là, en Louisiane. Ça fait... moi, je trouve que c'est important de faire mes études sur le créole et notre orthographe parce que même il y a la colonisation à partir des orthographes, comment on écrit et on se représente aussi à l'écriture. On est désolé pour on est en contexte de Salon du Livre. Ça va? Vous entendez bien quand même? Excellent. J'aimerais savoir, avant de passer à Marie, quelle est la part de ton travail en littérature et la part de ton travail en art visuel? Parce que tu es un artiste multidisciplinaire, donc tu es à la fois un artiste en art visuel et un écrivain, un poète. Comment tu conjugues ces deux réalités-là dans ta vie? Et est-ce que le français et la francophonie s'expriment aussi dans les arts visuels? Je dirais que c'est peut-être 70% art visuel et 30% la littérature. Mais pour moi, c'est vraiment, il faut que je jongle, il faut que je pense. On dit jongler en Louisiane pour penser aussi. Mais il faut qu'on pense dans notre langue d'héritage afin de faire quelque chose en cette langue, dans cette langue. Ça fait pour moi, c'est toujours lié. Et même une de mes dernières séries de tableaux à la galerie Autre-Roger, en fait, c'était fait tout à fait en Kourivini. Chaque jour, je peignais en Kourivini, je parlais avec mes amis en Kourivini et j'ai même montré par l'école, mais des amis, les gens sur l'Internet dans le diaspora créole louisianais, on les aidait à apprendre aussi. Ça fait, je crois que c'est mêlé ensemble, même s'il y a des différentes portions.
Merci. On va passer maintenant à Marie. Quel est, toi, ton rapport à la langue par rapport à ton art? Et quel est cet art? Comment tu le définis déjà? Puis comment tu ensuite, quel est ton rapport à la langue dans cet art-là qui est le tien? C'est quand même une grosse question parce que c'est des questions un peu instinctives, je pense, là, auxquelles on réfléchit pas toujours consciemment. Mais c'est ça, moi, je viens d'une famille franco-ontarienne, donc la protection du français, la promotion du français en Ontario, c'était quand même important pour ma famille, surtout mon grand-père, là, puis mon projet de résidence, il partait beaucoup des mémoires de mon grand-père, qui était un grand défenseur de la langue française à Hawkesbury, au point comme d'être fatigant, là. Puis, Fatigant comment, genre? ben, comme... Pas d'utilisation dans le mot anglais? Ben, quand, par exemple, il était dans un commerce puis qu'il ne pouvait pas s'exprimer en français, il avait tendance à se fâcher, tu sais, fatigant comme ça. Il revendiquait. Il revendiquait vraiment son droit au bilinguisme, disons. Puis Hawkesbury, c'est quand même assez francophone aussi, là. C'est un bastion. Souvent, on ne sait pas à quel point il y a des bastions francophones, non seulement ben, au Canada, mais aux États-Unis aussi, là. Fait que moi, j'étais quand même consciente de ça. J'ai aussi une de mes meilleures amies qui est de Winnipeg, francophone aussi. Bref. Fait que ce rapport-là à la langue française, où j'étais attachée à la langue française, se mêle quand même d'un genre de cosmopolitisme où, dans mes romans, j'utilise beaucoup l'espagnol et l'anglais. Je me sens donc très américaine, comme au-delà de ma québécité, de mon identité canadienne. Je me sens américaine dans le sens Amérique du Nord, du Sud, centrale. Américanité. Oui, américanité dans le sens large. Ça serait dommage de limiter l'américanité aux États-Unis, par ailleurs. Fait que c'est ça, il y a comme quelque chose qui traverse aussi dans mes écrits avec le voyage, avec, c'est ça, la notion de langue où parfois on mêle le franglais, où il y a des incursions espagnoles. Puis bon, le jeune Montréalais a tendance à s'exprimer aussi en usant de plusieurs langues, hein. On est dans une ère justement cosmopolite où on nos identités ne sont pas figées. On essaie de s'adapter à différentes cultures, puis de mêler. Ce mélange culturel est positif, mais en même temps, tu sais, si on pense justement au créole louisianais qui est en perte de vitesse, on s'entend, qui est un héritage plus ancien que les jeunes essayent de revendiquer. Ben, c'est ça, c'est qu'on est traversé par des courants un peu paradoxaux, en ce sens qu'on veut sauvegarder la langue, mais on veut aussi s'adapter culturellement aux multiples et riches identités qui nous transforment. Et comment on vit ce rapport-là? Puis je pense que ce rapport-là, ben, il apparaît dans mes écrits, peut-être pas au premier plan, mais si on se met à analyser les choix de mots, la structure, la forme, je pense que ça apparaît. Tes écrits, c'est de la fiction, ce sont des essais, ce sont des réflexions. Comment tu décrirais tes écrits? Moi, j'écris des romans. J'ai commencé il y a 15 ans avec un premier album jeunesse. Donc, j'ai plus commencé en jeunesse, puis j'ai fait beaucoup d'autofiction. C'est mon genre fétiche, l'autofiction. Le dernier, on pourrait presque réclamer l'autobiographie tellement j'essaie de aller au plus vrai possible. Mais bon, moi, je crois que le vrai est impossible. La vérité est inaccessible, il me semble. Ma vérité n'est pas celle d'Olivier ni celle de Jonathan. Donc c'est ça. Je suis traversée par une quête de vérité dans mes écrits, puis c'est des écrits de romans réalistes, je dirais. Mais quoi que j'ai écrit un album sur une crotte de nez, je l'ai jamais rencontrée. Elle a un visage en album. Je suis pas sûre que ça, c'est mon écrit le plus réaliste, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu t'inspires de ta vie, tu t'inspires du monde dans lequel tu es. C'est un peu normal, effectivement. D'ailleurs, la ligne n'est pas toujours simple à tracer. Et tu parlais tout à l'heure de métissage par rapport à l'ouverture, donc, à cette transformation de la langue, mais en même temps, ce danger que ça peut avoir par rapport à l'identité linguistique, tu sais, ça touche des grandes questions de société qui vont bien au-delà de la langue. À partir de quand un métissage devient-il une déformation d'une identité, mais en même temps, y a-t-il formation d'une nouvelle identité grâce à ce métissage? Puis je pense qu'il y a des courants qui s'opposent là-dedans. Entre, par exemple, l'Ontario francophone, il y a beaucoup de Québécois qui connaissent même pas qu'il y a du français en Ontario, ne savent même pas qu'il y a du français en Acadie, encore moins en Louisiane. Et toi, Jonathan, par rapport, puis peut-être on peut passer à toi, puis tu revenir à Marie après, mais par exemple, en Louisiane, comment tu
c'est pas un métissage. Je veux dire, le français, le Kourivini est un métissage. C'est un créole, c'est le fruit d'un métissage, mais l'anglais a pris la place du français en Louisiane, là. Oui, oui, bien sûr. Et c'était pas notre choix. Pas du tout. C'était le choix de Napoléon, en fait, quand il a vendu la Louisiane. Mais oui, toujours, au moins dans ma vie, je vais passer à l'anglais et puis à français, ouais, en français et puis back en Kourivini. Ouais, on dit back. Movini back, c'est comme je reviens. Mais on ajoute une certaine qualité de anglicisme dans le Kourivini, et même dans le français louisianais, comme moi je suis gone. Ça veut dire que je pars. Moi je suis gone. Mais c'est tout à fait normal. Là. Marie parlait des Montréalais. Aujourd'hui, il y a peu de jeunes Montréalais en bas de 20 ans qui n'utilisent pas un mot anglais à chaque phrase. Puis même les Franco-Ontariens, moi, dans ma famille, c'est le genre de choses qu'ils disent. C'est comme s'il y a une créolité aussi qui se développe. Il y a d'autres créolités, finalement, à partir du français, dans un métissage, des fois, avec l'anglais. Fait que c'est super intéressant parce que souvent, quand tu parles en créole, en Kourivini, ben, moi, ça me rappelle ma famille franco-ontarienne. Ouais, Ouais. vraiment. OK, ça c'est intéressant. Oui, et puis l'acadien, le français acadien, mais est même multiple. Il y a le chiac, mais il n'y a pas que le chiac en Acadie. Il y a vraiment, donc, il y a cette transformation de la langue. Et il y a l'usage, puis après ça, il y a la norme. Donc, on est toujours un peu dans une espèce de fluidité. Et l'identité est aussi un peu fluide. Oui. Mais pour que ne disparaisse pas une langue comme en Louisiane, par exemple, il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation quelque part pour qu'il y ait des gens qui soient là, des gardiens. Toi, tu fais un doctorat en ce moment en études françaises, donc tu es devenu un peu un gardien finalement, Jonathan, là. Ou en phase de le devenir. Oui, un peu. Même moi, j'étais toujours activiste. J'étais activiste avant que j'ai commencé mes études à l'université. Ça fait comme... En fait, je l'ai publié, cette anthologie de poésie tout à fait en Kourivini, en créole louisianais. Ça s'appelle Févi. Ça veut dire, comment on dit, comme le gombo étouffé. Quelque chose comme ça. Mais on l'appelle Févi. Donc, c'est la gastronomie. C'est la gastronomie. C'est quelque chose bien étouffé, bon pour goûter et qu'on peut faire la récolte de gombo pour en continuer. OK. Bon, Marie, sur ce rapport, tu en as parlé un peu, mais la créolité, le changement, et toi, le fait que maintenant que tu vis au Québec, tu sais que ta famille vient de Franco-Ontario, c'est quoi ton regard sur cette mouvance-là de la langue? Est-ce que tu as peur ou est-ce que tu as confiance que le français se transforme mais demeure? C'est quoi ta perception des choses par rapport à cet enjeu, quand même, on peut le dire? Mais c'est dur m'avancer là-dessus parce que je me sens comme pas outillée, on dirait, pour répondre à cette question-là. Des fois, j'ai confiance, des fois, j'ai peur. J'ai peur pour la littérature en général aussi. J'ai peur qu'on ne lise plus le livre, même si on annonce la mort du livre depuis toujours. Tu sais, je sais pas, j'ai peur de plein d'affaires, finalement. Mais je sais que pour moi, c'est un enjeu qui me tient à cœur. Puis l'enjeu aussi de faire connaître différents Français, de montrer que le français n'est pas exclusif au Québec. Je pense que c'est important de véhiculer ce message-là, surtout dans le contexte actuel où parfois on voit l'étranger comme un ennemi, alors que l'étranger, c'est peut-être notre ami qui veut parler français ou qui parle un autre français. Donc, oui, c'est ça. Je sais pas. Je veux être optimiste, mais c'est difficile de savoir comment les choses se dessinent. C'est ça. Mais clairement, on est ici aujourd'hui. Ça, c'est bon signe. Et est-ce que tes livres, tu penses à ton public quand tu écris? Tu dis, je n'utiliserai pas ce mot-là parce que j'aimerais ça le vendre en France, par exemple. Non, je pense aucunement. Justement, je pense que mes livres se vendraient plus difficilement en France pour cette raison. Pour cette raison-là. Exact. OK. Ben justement, on va parler de territoire maintenant, si vous voulez bien. On va aller explorer leur résidence, justement, dans un contexte francophone ailleurs
Jonathan qui vient ici à Montréal et qui découvre une ville quand même largement francophone. Marie qui se déplace en Louisiane, dans un pays, pour le coup, vraiment américain, même si ça n'a pas l'exclusivité de l'américanité, en effet, mais où justement il y a encore une émergence du français, mais il semble qu'il faille chercher beaucoup pour l'avoir. Comment vous en êtes venu à vouloir participer à cette résidence? Déjà, qu'est-ce qui a été l'élan qui vous a poussé à appliquer là, pour la résidence? Marie, Jonathan, Jonathan, t'étais sur le point de commencer. Vas-y. En fait, en juin, moi, j'étais là à Montréal pour chercher mes œuvres de la galerie Diagonale. Et je me suis dit, OK, je vais revenir. Je vais revenir cette année. Et puis là, le lendemain, Dr. Dana Kress de les éditions Tintamarre en Louisiane. Dana Kress, c'est un grand défenseur, un grand ambassadeur de la langue française à Lafayette. Il est à l'université. Oui. En fait, avec sa maison d'édition, on a publié Févi. Les éditions Tintamarre, si vous voulez connaître le nom de la maison d'édition. Merci, oui, c'est ça. Ça fait... il m'a partagé l'appel et j'étais comme, OK, je vais appliquer. Et il a dit, OK, là, il faut que tu parles de telle ou telle affaire et ce que tu fais comme artiste et tout ça, je l'ai fait. Et c'est juste, j'aimais beaucoup passer un mois aussi en avril, cette année aussi. Et j'étais comme, OK, c'est bon d'avoir une expérience où moi, je peux vraiment plonger dans l'expérience d'ici et pas juste de faire tous les ateliers et l'exposition et tout ça comme juste que de travailler. C'était vraiment un grand plaisir de revenir et écrire et rencontrer les gens. Donc, c'est ta deuxième fois à Montréal? Cette année, c'est mon troisième fois. Troisième fois. OK. Ouais. Et en plus, tu m'as dit que tu voulais prolonger ton séjour pour vraiment encore plus être en contact avec les gens, développer des liens, créer un ancrage encore plus fort. Oui, bien sûr. Et des projets d'exposition. Projets d'exposition, peut-être des collaborations en art visuel, numérique, la poésie, la traduction, n'importe quoi. Alors, les occasions pour toi ici sont plus grandes quelque part parce que, justement, c'est un berceau francophone. Il y a des occasions de maillage, de collab artistique à plein d'égards. Oui. Marie, pour toi, c'est différent parce que la Louisiane, justement, la francophonie, elle n'est pas nécessairement présente. Il n'y a pas de marché. Si on regarde là, le livre, ça reste un produit culturel, donc c'est un marché. Ouais. Il n'y a pas de marché en Louisiane. Là. Je veux dire, tu ne vas pas là pour vraiment vendre des livres nécessairement. C'est comment tu as perçu... Il y a une librairie quand même francophone dans Lafayette, donc oui, peut-être, mais moi, c'est la Louisiane m'habite depuis longtemps. C'est sens que ça faisait longtemps que je voulais y aller. Culturellement parlant, ça m'intéresse beaucoup. Je faisais aussi, bien sûr, le parallèle avec un peu l'enclavement francophone des Ontariens au Canada et l'enclavement francophone des Louisianais dans les États-Unis. Fait que ce parallèle-là, je le trouve important. Je le trouve intéressant aussi pour la relecture des mémoires de mon grand-père, faire des liens. Puis c'est ça, continuer aussi ma trajectoire à travers l'Amérique parce que j'ai beaucoup voyagé à travers les Amériques. J'ai fait toute l'Amérique centrale, j'ai habité en Argentine, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis. Là. J'avais vraiment l'impression qu'il me manquait aussi une partie de l'Amérique qui est importante finalement et qui fait écho à nos réalités avec toutes les racines acadiennes justement. Donc, pour moi, il y avait comme un appel là que je voulais écouter. Et est-ce qu'on peut parler de ton expérience là-bas au niveau de la rencontre avec ce territoire, avec cette idée, parce qu'on a toujours une idée d'un lieu et après, il y a la réalité. Ouais. Il y a donc l'idée, la réalité, puis il y a comment on tisse finalement notre fil entre les deux. Peux-tu nous raconter cet écart ou ce lien-là que tu as? C'est ça.
je connaissais pas Lafayette. J'avais lu sur Lafayette, mais j'étais pas allée à Lafayette. C'est drôle parce que quand je suis allée à Lafayette, ça m'a un peu fait penser. Et bien sûr, j'étais dans les mémoires de mon grand-père, donc ça amplifiait ça, mais ça m'a un peu fait penser à Hawkesbury dans sa petitesse, l'espèce de mini centre-ville avec, tu sais, c'est assez résidentiel. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Lafayette ici? Ah, donc, de personnes qui connaissent Lafayette. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Hawkesbury? Ah, donc, bon, OK. Alors, Marie nous dit que moi non plus, je suis jamais allé à Cette Lafayette. destination touristique incroyable qui est Hawkesbury. Mais c'est ça. En fait, quand on pense à la Louisiane, on pense souvent plus à la Nouvelle-Orléans, bien sûr. Mais la population francophone est quand même plus grande à Lafayette qu'en Nouvelle-Orléans. Mais j'avoue que moi, je suis une romancière. Donc, moi, je me raconte des histoires avant, pendant, après. Et là, mon histoire de Lafayette est peut-être un peu amplifiée, disons. Tu sais, je m'imaginais quand même peut-être un peu plus une ville que ça, parce que ça reste une capitale. Le terme capitale est comme un peu chargé, peut-être. C'est polysémique, mais c'est aussi. Ça crée des attentes. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi petit. Je m'attendais pas à ce que ça soit finalement. Ben moi, j'avais ça une ville de char, là. C'est-à-dire que Si américain. très américain, là. On est là, là. Tu sais, il y a pas beaucoup de gens qui marchent. Il y a personne en vélo. Moi, je suis une cycliste, tu sais. Fait que je me promenais en vélo. D'ailleurs, je me suis fait prêter un vélo, mon vélo que j'ai beaucoup aimé, mon vélo Vermont que Mitch m'a prêté, là, que Jonathan connaît. Puis, j'avais l'air d'une weirdo, honnêtement, là. Comme le monde est comme, qu'est-ce que tu fais à vélo, petite madame avec les cheveux orange? En tout cas, je me sentais comme une créature étrange à Lafayette. C'est vraiment parce que c'est intéressant, ça me fait penser à Zachary Richard qui dit souvent que quand il vient ici, puis il vient depuis tellement d'années, que des fois, il a besoin de se souvenir qu'il y a un passeport américain. Parce que il s'est vraiment moulé à la culture francophone. Tu sais, c'est un grand voyageur maintenant, puis il est allé partout. Je pense qu'il se sent bien partout. Mais des fois, il se rappelle qu'il est américain. Et avec ce rappel-là vient toutes les différences. Mais même nous, quand on va en France, par exemple, pas parce qu'on parle la même langue qu'on se sent nécessairement bien culturellement. Donc, là, il y a des hiatus immenses au niveau de la culture, au niveau de l'identité, qui font que ben, peut-être que tu avais l'air d'une weirdo, mais... En même temps, c'est drôle parce que les gens sont extrêmement gentils aussi. Hein? Ben, Me faire saluer beaucoup, me faire complimenter chaque jour, je suis vraiment pas habituée à ça à Montréal. Tu vas dans un commerce, c'est comme t'es une identité vide presque, là, comme tu pourrais te confondre avec les murs parfois. Mais là, c'est comme Hey, t'as des beaux cheveux, t'as des beaux cils. J'étais comme Thank you, thank you. C'était cool. Puis les gens, tu sais, à Montréal, on ne se salue pas beaucoup. Là, j'avais beaucoup de gens qui me saluaient. Puis, tu sais, il faut faire l'effort conscient de regarder les gens, de les saluer. Moi, je sors des fois dans l'espace public, puis je suis perdue dans ma tête. Là, c'est comme, faut comme que tu sortes de ta tête pour communier un peu avec les gens. Ce qui est à la fois inconfortable et convivial, mais c'est très loin du contexte montréalais, malgré tout, où on est vraiment, tu sais, dans nos petits domaines dont ça semble difficile de sortir. Je sais pas comment l'expliquer. ben, c'est nos habitudes. Une résidence, c'est comme un voyage, t'es désorienté, puis peut-être que ça te met dans une posture où est-ce que, sur le moment, c'est désagréable, mais finalement, il y a plein de choses qu'on absorbe et qui vont te nourrir. C'est pas désagréable, mais c'est différent. Ouais, ça déstabilise. Pas un gros choc culturel aller aux États-Unis, on s'entend, mais il y a des petits chocs ici et là quand même qui... Et tu t'attendais à plus de français? Non, pas vraiment. Ça, je m'attendais à ça, honnêtement. Ouais. Non, je m'attendais pas à plus de français. Ouais. Et toi, Jonathan, est-ce que tu te sens un peu weirdo à Montréal? Un peu. Mais moi, je trouve que tu fites avec Montréal, Jonathan. Merci. Ouais, juste un peu parce que mon français, c'est pas au niveau où je veux, mais et de temps en temps, les gens, comme tu disais, comme en Louisiane, on sourit, on dit bonjour, on dit j'aime beaucoup tes cheveux. Et je fais ça ici et de temps en temps, les gens me regardent comme Qu'est-ce qu'il veut? qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ou ils vont sourire aussi. Et là, ça c'est le bon moment. Quand quelqu'un a bien froid, fait comme ça, un grand sourire, il s'allume,
J'aime ça. Ça fait. Peut-être j'apporte ça, je ne sais pas. Laisse pas Montréal te contaminer là, sur Non, non. ce point. Non, non, non. J'aimerais ça qu'on prenne, parce que je vais vouloir aussi vous laisser la parole pour que vous puissiez poser des questions à nos deux invités tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on t'écoute, Jonathan, si tu permets, lire un poème en Kouribini, Oui. parce que tout le livre Févi est écrit à 100% en Kouribini. Quelque chose de drôle? OK. Ça fait... vous connaissez qui c'est MF Doom? Personne connaît MF Doom? Tu connais MF Doom? Ça fait... Ce livre-là, c'était imprimé en 2020. Moi, je suis co-éditeur avec Dr. Oliver Mailleux. Et MF Doom, il est mort cette même année. Ça fait... J'ai écrit un poème pour MF Doom. Et ça s'appelle Doomale. Parle bien dans le micro. Ouais. OK. C'est bon? OK. Quel vilain mourit son dit, laissez quitter nous son diri. Nourri, 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 doom. Vilain pi vive, vilain férim, quand les pi cuit, doom. Fais attention au stack qui mène les bacs, pourri, côté vite devant doom. La figue métal fond comme brûler des cornes, puis quand ça gagne, ça vini fantôme, doom. Zaïe détruit l'île bétail, Mochera suivi la plaie, Ishka babine à Guidora, qui commençait travail, doom. Merci. C'est extraordinaire. C'est que moi j'ai découvert le Kouribini à travers Jonathan. Il y a quelques mois, là. Il est venu au bureau, il est arrivé à Montréal et il nous a parlé du Kouribini. J'avais jamais entendu parler du créole louisianais. Mais c'est magique de pouvoir découvrir comme ça. C'est toute l'histoire, dans le fond, du français, de la créolité, Oui. justement de comment la langue s'inscrit dans le territoire. C'est magique. Merci de nous faire découvrir Jean Kouribini, Jonathan. C'est très chant. Il y a vraiment quelque chose de musical. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On est bercé, puis on... Et on dit vraiment, c'est l'influence africaine dans nos langues, mais ça c'est aussi un stéréotype. Ça fait, on dit ça, on dit pas ça, tu connais. Ça dépend. Magique. En tout cas, ça me fait penser, évidemment, quand on entend Joséphine Bacon lire ses poèmes en Innu, là, on n'a pas besoin de comprendre le sens. Ça nous transporte. Marie, est-ce que tu veux nous lire un extrait d'un de tes livres? J'avais comme pas préparé. Là. Non, c'est moi, je n'avais pas demandé. Mais j'aime ça, spontané, c'est toujours la de surprendre. Mais je vais vous lire la préface, le prologue, pardon, des détournements, qui est mon autofiction, celle qui, que vraiment, là, je m'ouvre les veines. Là, c'est presque écrit avec mon sang. C'est une blague, c'est pas vrai. Peut-être que j'aurais dû. Bon. Toute ma vie, j'avais tenté de contourner mes problèmes et mes patterns. En empruntant des raccourcis, j'avais abouti dans des cul-de-sac desquels je m'extirpais chaque fois plus difficilement. Mes détournements avaient pour but d'oblitérer le vide, de boucher grossièrement les trous et de vernir superficiellement les surfaces, comme le font les propriétaires qui repeignent des murs gonflés de moisissures au lieu de s'y attaquer. Moi, mes trous, je les creusais par-dessus, par en dessous, et mes surfaces, je les écorchais de mon mieux, jusqu'à ne plus pouvoir faire la différence entre les blessures auto-infligées et les autres que je détournais savamment. Au terme d'une énième discussion sur la gestion catastrophique de mes émotions, ma psy a lancé « Tout ça, vous le faites pour vous protéger. » Me détruire pour me protéger? Elle a hoché la tête avant d'ajouter « Parfois, c'est plus facile de se démolir au présent que de constater les ravages du passé. » Même si c'était déprimant, ça avait le mérite d'être beau, formulé comme ça. Différentes stratégies de contrôle, d'incontrôle, m'avaient servi à nier ces ravages. Troubles obsessionnels compulsifs, automutilation, trichotillomanie, anorexie, boulimie, hyperphagie, surentraînement, workaholisme, alcoolisme, débauche. J'avais trop fait le party, trop travaillé, trop fait le party en travaillant. Je m'étais affamée, empiffrée, régurgitée, coupée. J'avais fourré beaucoup, m'étais fait fourrer aussi, encore plus.
Et là, à 35 ans, je suis au bout de mes évitements. Il me faut revenir quelque part. Où? À la source? Laquelle? De quoi? Je ne sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que pour y arriver, il me faut écrire. Écrire ce que j'ai le moins envie de dire. Merci, Marie, de partager ça avec nous. Est-ce que c'est thérapeutique pour toi d'écrire? Mais il y a beaucoup de discours sur l'autofiction comme une écriture thérapeutique de réparation, etc. Mais je trouve que c'est un peu simpliste de l'envisager comme ça parce que pour écrire, il faut vraiment se replonger dans ses blessures. Fait que c'est comme il faut rouvrir la plaie en espérant que ça permette une meilleure cicatrisation ensuite. Fait que est-ce qu'il y a quelque chose de thérapeutique? Certes, un peu, oui, mais il y a quelque chose qui fait l'inverse en même temps. Mais il y a cette nécessité-là d'inscrire une portion de sa vie puis d'en faire un outil pour d'autres. Moi, je vois plus comme ça comme une thérapie commune, tu sais, de mettre à l'écrit des portions de notre vie qui sont peut-être pas avantageuses. Ben, je pense que les gens il y a quelque chose de décomplexant dans cette mise à nu. Bon. Merci de partager ça avec nous. Je le redis parce que c'est grand. J'ai beaucoup de respect pour les écrivains. Je n'en suis pas un. Avant de passer aux questions, j'aimerais savoir si, puis c'est vraiment une question d'animateur qui n'est pas écrivain, justement, là, sûrement pas une question à laquelle vous avez envie de répondre, mais est-ce que vous avez, ou à laquelle vous n'avez pas la réponse, mais est-ce que vous avez l'impression que cette résidence-là nourrit votre création? Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple si vous en avez un pour conclure? Ben, je pense que des fois, il faut du recul aussi. Moi, c'est frais quand même. Puis j'ai été beaucoup partie, là. Des fois, moi, j'écris beaucoup à l'étranger, puis je réécris beaucoup au Québec. J'ai pris des notes, j'ai beaucoup pensé à ma vie même, parce qu'il y avait quand même des moments de solitude, disons, à Lafayette. Mais oui, c'est dur pour l'instant, J'ai écrit un texte en fait, dont je suis quand même fière. Là. Au-delà des notes, j'ai écrit un texte sur ma résidence. Puis c'est un texte assez nostalgique qui n'est pas un sentiment que je développe beaucoup dans mes écrits. Fait que la mélancolie, la mémoire, le souvenir, ça a quand même alimenté tout ça. Puis j'ai trouvé par ailleurs que Lafayette, c'était par essence une ville nostalgique. Même la végétation nostalgique, c'est les cyprès chauves, puis tout ça, le bayou, le marécage, les odeurs. Il y a quelque chose de nostalgique en soi dans le paysage. Puis ça, c'est sûr que ça va alimenter mon écrit, je crois. Oui, parce que juste quand on parle, nous, on a tous déjà des images qui pointent dans nos têtes. Fait que t'as déjà le pouvoir de l'écrivaine. Ah! Jonathan? Oui, comme Marie, moi, je prends des notes, mais je n'ai pas encore commencé à écrire ce que je veux écrire pour la résidence. Mais j'ai plusieurs expériences que j'aurais jamais eues en Louisiane, ici. Et en fait, moi, je sers un char tous les jours en Louisiane. Et ici, je sers le métro, je marche, tout ça. Et pour moi, c'est tout neuf. Ça fait même ça, cette expérience-là. Moi, je peux écrire peut-être 10 pages sur ça. Parce que, je sais pas si tu te sens comme ça, mais est-ce que comme dans la marche, dans le déplacement, au-delà du char, il y a quelque chose qui se prête même plus à l'écriture, puis Oui. à la pensée, à l'invention dans l'inconscient, là? Oui, bien sûr. Sans radio, je vais me réfléchir un petit brin quand je traverse la Chafalaya. Ça, c'est un bassin, un grand bassin, la Chafalaya, entre Lafayette et Bâton Rouge. Oui, quand on regarde sur une carte, là, on voit sur Google Maps, ça, c'est vert. C'est un gros espace. Ouais, Il n'y a rien, il n'y a pas de village. C'est comme vraiment, c'est le dernier bassin qui grossit en ce moment aux États-Unis. C'est vraiment riche. Mais ici, vraiment, c'est inspirant. Oui, en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte d'aller en Louisiane, découvrir ça, sentir ça et tout ça. On va terminer là-dessus et je vais juste vous inviter à découvrir aussi. On va passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, préparez-les tout de suite et n'hésitez pas à en poser. Je vous invite à aller lire sur le site Internet du Salon. Il y a des lettres qui ont été écrites
par les résidents 2024, qui étaient Heather O'Neill, la Montréalaise qui est allée en Louisiane, et Mélissa Bonin, qui était donc la Louisianaise qui est venue à Montréal. Et donc, ces lettres-là sont disponibles sur le site Internet. On demande aux résidents d'écrire une lettre à la prochaine personne qui va faire la résidence. Donc, c'est format libre. Et donc, nos deux invités vont avoir à se prêter au jeu également, si ce n'est déjà fait. Donc, avez-vous peut-être des interrogations, des questions, des précisions que vous aimeriez avoir à propos de la Louisiane, à propos des écrits de Marie? Johanna, as-tu une question? Non? Est-ce que tu parles de Kourivini? Non? Est-ce que tu l'entends parfois? Johanna est louisianaise également. Ah ouais? Un petit peu louisianaise. C'est bon, ça. Est-ce que vous avez envie d'aller découvrir la Louisiane? Est-ce que vous aimeriez la découvrir? Oui. Et ça serait quoi la question que vous poseriez à Jonathan, là, un Louisianais? Là? C'est juste pour dire une affaire que j'ai dit à mon bon ami Anas Atokora, docteur Anas Atokora, qui vient de Togo. Il m'a visité en Louisiane et je l'ai dit, ici en Louisiane, on a la gentillesse et le danger. Et ça coexiste. C'est toujours là. Ça fait, il faut passer un bon temps, mais aussi faire attention. Ah. C'est intéressant. Et donc, Marie, toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui irait en Louisiane comme ça, un peu avec les images fantastiques ou idéalisées, comme tu disais tout à l'heure, là? Ben, de ne pas avoir d'attente. De ne pas avoir d'attente. C'est bien de ne pas avoir d'attente dans la vie. Ouais. Mais de s'assurer d'avoir un char. Peut-être de louer un char. Loue-toi un char. Loue-toi un char. Vous avez compris? Bon, est-ce qu'il y a des radios en français? Oui, KRVS et puis K-Bon. Ah. C'est 2 stations de radio. Une, c'est à Vieux-Plate et puis l'autre, c'est à Lafayette. Ah oui, hein? Ouais, Ah, bon, mais déjà, c'est pas mal. pas mal. OK. Pas du tout. Quand tu parles de danger, à quoi fais-tu référence? Well, si on veut pêcher, on va croiser peut-être des crocodiles, oui, des alligators, oui, bien sûr. Ou bien les guêpes ou les maringouins là-bas. Ça porte de temps en temps une maladie. Comme ici, on a avec les tiques, il y a une maladie, mais là-bas, c'est pas trop mauvais. Mais avec les maringouins, oui. Oui. Et puis, on ne connaît pas exactement comment conduire en Louisiane. Ouais, achète-toi un char, mais fais attention quand tu conduis. Oui, parce qu'il y a peut-être une weirdo en vélo quelque Ouais. part sur la Fais attention à la weirdo en vélo, s'il vous plaît. Mais en fait, il y a beaucoup de Québécois et Québécoises qui me passent sur l'autoroute, mais c'est toujours dans une grande van. C'est comme un cross-country. Bon, ben, en tout cas, un grand merci. On peut trouver les livres de Marie sur le stand de Urtubise HMH, le groupe HMH, qui est pas très loin. J'ai pas le numéro du kiosque. Et les livres de Jonathan sont sur le stand de l'Acadie. Ils ont eu la gentillesse d'accueillir ces ouvrages en tant que Cajun. Vous savez que Cajun, ça vient de Cajun, qui vient d'Acadien. C'est Zachary Richard qui m'a appris ça. Oui. Il semble que c'est la base, mais bon, on ne le savait pas. Je ne le savais pas. Bien des choses qu'on ne sait pas sur l'Acadie et sur les francophonies d'Amérique. Oui. Et donc, merci infiniment de nous permettre d'explorer ça. Merci beaucoup, Marie, pour ton ouverture. Merci, Jonathan, pour ta présence ici avec nous. Merci à vous pour votre écoute. Merci. Merci vous autres. Merci.